Philippe, le secrétaire général de la CGTR. Yvan Waraud, bonjour. Bonjour. Nicolas Sarkozy mis en examen, une fois de plus. Quels commentaires ça amène de votre part? Écoutez, je pense que déjà c'est un peu tardif. Depuis le temps qu'on en parle, je crois que c'est 7 ans près. Ceci dit, la justice fera son travail, mais on note quand même, me semble-t-il, que c'est la première fois qu'un président de la République en est à une telle situation. Et c'est vraiment dommage pour l'image... Un ancien président, l'image de la République. Voilà. Ça va aggraver la crise de confiance des Français à l'égard des politiques? Je pense que ça ne l'arrangera pas en tout cas. Yvan Waraud, vous venez surtout pour nous parler de la grande journée de grève qui se profile pour le nouveau chef de l'État. C'est sa première grande journée de ce genre, Emmanuel Macron. Ouais, plus d'une centaine de manifestations programmées aujourd'hui à travers la France pour dire non à la réforme du service public. Fonctionnaires, enseignants, contrôleurs aériens, cheminots, quasiment tous les syndicats mobilisés pour faire face à ce qu'ils qualifient, Daniel Dambreville, de déclaration de guerre. Et devant cette attaque qu'ils estiment inédite, les syndicats sont bien déterminés à résister, s'opposer, car il y va, selon eux, de la survie de la fonction publique. Dans leur viseur, le gel du point d'indice, le rétablissement du jour de carence lors des arrêts maladie et surtout le plan Action publique 2022, décrit par la CGTR comme une véritable entreprise de démolition du service public. Le plan 2022 prévoit l'externalisation et le transfert de services vers le privé. Pour FO, cette ouverture à la concurrence entraînera une hausse des tarifs, par exemple dans les transports collectifs. Pour Solidaire, c'est tout simplement la fin du principe de gratuité et d'impartialité de la fonction publique. Mais en fermant des services publics, cette réforme aura aussi une conséquence sur l'emploi et les statuts des fonctionnaires. Le gouvernement annonce la suppression de 120 000 postes supplémentaires. C'est pour mieux embaucher des contractuels, craignent les syndicats, une précarité qui ouvre la porte à des recrutements clientélistes. Contre tout ça, et pour défendre un modèle de service public, les syndicats appellent les fonctionnaires de l'éducation nationale, du secteur hospitalier et des administrations, mais aussi les salariés du privé, à manifester. Daniel, dans l'Ombreville et dans l'Hexagone, on estime à 25% le nombre de professeurs absents aujourd'hui. À la SNCF, seuls 40% des TGV, 25% des intercités, 50% des TER devraient pouvoir circuler. Vous serez en tête de cortège ce matin. Yvan Waraud, vous avez déjà votre magnifique polo rouge de la CGTR pour ce défilé de l'intersyndical entre le Petit Marché et la préfecture. Il y aura beaucoup de monde, vous pensez ? Écoutez, je l'espère, mais je pense aussi qu'il y aura beaucoup de monde, puisque à vouloir multiplier les contre-réformes par le gouvernement, les conséquences, c'est que de multiples réformes touchent de multiples professions, secteurs professionnels, et donc oui, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue. La date n'a pas été choisie au hasard, on est le 22 mars, c'est le jour anniversaire du point de départ de mai 68, ce petit parfum de révolution qui plane sur la France avec les 50 ans de ces événements, ça peut aider, c'est une atmosphère favorable ? Je pense que les conditions sont réunies pour se mobiliser fortement. Les conditions, mais le contexte, enfin ce parfum de mai 68. Je pense pas que nous soyons dans la situation pré-révolutionnaire de mai 68, mais nous sommes dans une situation où effectivement les coups portés sont de plus en plus nombreux, et je pense qu'effectivement encore là, aura beaucoup de monde dans la rue. La question essentielle, c'est la question de l'unité. Je voulais juste dire sur aujourd'hui le 22 mars, c'est la défense des services publics, c'est-à-dire c'est la défense des agents publics pour défendre leur statut, mais c'est la défense des usagers. C'est la capacité à continuer à ce que les usagers puissent avoir son hôpital public, son école publique et autres. Donc c'est une action aujourd'hui, celle du 22 mars, qui concerne au-delà des agents du service public, qui concerne tout le monde et notamment les usagers du service public. On y reviendra après le journal Yvan Waraud. Alors il n'y a pas que les fonctionnaires qui sont en colère, Stéphane, il y a aussi les avocats qui poursuivent le mouvement Justice Morte. Il avait démarré hier avec le boycott des audiences, ça devrait être encore le cas aujourd'hui. Une grève nationale pour dénoncer le projet de réforme de la justice, un projet inquiétant à la fois pour la profession et pour le justiciable, selon maître Catherine Moissonnier. Belloubet Mathieu, parce qu'effectivement le projet de loi envisage de purement et simplement tuer la profession d'avocat, puisqu'on veut nous retirer une partie des divorces, on veut nous retirer tout le contentieux familial. Le plaidé coupable, on est revenu dessus, où la présence de l'avocat pour l'instant est maintenue. On veut modifier les juridictions des assises en mettant des magistrats professionnels en fonction de la peine, etc. On veut plus d'oralité des débats. En fait, effectivement, c'est la mort de la profession de l'avocat qui est envisagée. On peut évoluer dans notre profession, on doit évoluer. Effectivement, à l'heure du 2.0, il faut qu'on s'y mette tous, mais il y a quand même une concertation à avoir avec les avocats avant de tout révolutionner.
Maître Catherine Moissonnier interrogée par Nadine Bachelot. Prochaine assemblée générale lundi pour décider de la suite du mouvement. Les rendez-vous judiciaires du jour risquent quant à eux d'être perturbés, je vous l'ai dit, comme par exemple celui des députés Huguette Bello et Eric Abarech programmés cet après-midi au tribunal de Champfleury. Elles sont, je vous le rappelle, poursuivies par la région pour violation de domicile suite à leur visite mouvementée début mars dans le bâtiment de l'ex-future médiathèque de Saint-Paul. 6 ressortissants sri-lankais secourus hier au large de Saint-Gilles par la brigade nautique de la gendarmerie. Ils dérivaient à une quinzaine de kilomètres de nos côtes et des naufragés qui ont été entendus par les gendarmes de Saint-Paul. Une enquête est en cours, Priscilla Etève. Pris dans un premier temps pour des marins pêcheurs, ces hommes ont fini par expliquer qu'ils tentaient en réalité de fuir leur pays. Ils envisageaient, semble-t-il, de rejoindre la Réunion pour demander l'asile. Partis du Sri Lanka il y a 22 jours, ils auraient payé un passeur 2600 € chacun pour monter à bord d'un cargo transportant du bois. Et une fois au large de l'île, les 6 passagers auraient été lâchés dans un canot de sauvetage. Ils dérivent alors pendant 2 jours avant d'être repérés par un plaisancier hier matin à une quinzaine de kilomètres de la pointe des Aigrettes. Débarqués au port de Saint-Gilles par la brigade nautique de la gendarmerie, les 6 hommes s'en sortent indemnes. Ils ont été auditionnés et devraient désormais être pris en charge par la préfecture. Priscilla Etève, les sports enfin avec le nouveau report hier soir du match Château-Morange-La Source, match en retard de la 19e journée du championnat de handball. Le gymnase de Champfleury serait toujours impraticable. Oui, ça risque de poser problème d'ailleurs, parce qu'il y a un autre choc prévu demain soir entre les Castelmorangeais et les Saint-Andréens de la Cressonnière. Là aussi, c'est une rencontre programmée dans ce même gymnase de Champfleury. Merci Stéphane Enyelorac. À tout à l'heure, 7h30 pour l'essentiel de l'info. Il est 7h10 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Yvan Waraud, le secrétaire général de la CGTR, porte-parole de l'intersyndicale ce matin. L'appel à la grève est donc lancé par une petite dizaine de syndicats. CFTC, CGTR, le vôtre donc, FO, FSU, Solidaire, CFE, CGC, UNSA territoriale et SAIPER, tous dans l'intersyndicale, contrairement à la CFDT qui se mobilise elle aussi. Pourquoi vous ne l'avez pas invitée ? Écoutez, la CFDT sera dans le rassemblement. Alors moi, je n'ai pas participé aux négociations directement. C'est plutôt les camarades de la fonction publique. Je pense que la CFDT n'étant pas dans l'appel national, ceci a compté pour qu'effectivement, et la demande de la CFDT est intervenue, me semble-t-il, assez tardivement. Ce sont des raisons qui ont fait qu'il y ait eu un traitement un peu séparé de la CFDT, mais elle sera dans la rue. Un traitement séparé, un traitement un peu dur. On entend dire qu'elle sera en queue de peloton. Écoutez, je ne sais pas si Israël. Ce qui est sûr, c'est effectivement, c'est l'ordre de présence des syndicats dans le peloton. C'est en priorité, en premier, les organisations syndicales qui relèvent de la plateforme nationale. Ça a sa cohérence quand même. Et la CFDT, vous lui reprochez de ne pas se battre suffisamment, d'être trop favorable aux réformes d'Emmanuel Macron, pour dire les choses ? Moi, je ne lui reproche rien, ou si, je pourrais lui reprocher beaucoup. Nous sommes sur des divergences de fond. Par exemple, quand on se bat contre Macron, après avoir ouvert la porte à Macron avec la loi Khomri, il y a quand même des contradictions qu'il faut assumer et qu'il faut expliquer. Oui, je pense que la CFDT et la CGT ou la CGTR, nous avons de profondes divergences. Mais ceci étant, la situation étant scalée, nous travaillons. Nous avons déjà eu une réunion avec tous les secrétaires généraux, dont celui de la CFDT. Nous en aurons une autre au début de la semaine prochaine. Nous travaillons à essayer de préparer une mobilisation interprofessionnelle avec l'ensemble des organisations syndicales, à partir aussi et surtout de la situation locale, de nos propres spécificités. Alors, est-ce que c'est pas une grève de plus finalement ? Il y en a eu d'autres ces dernières années. Vous citiez la loi El Khomri. Les gens sont descendus dans la rue. Ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi cette fois-ci ça changerait ? Je pense qu'on a tiré les enseignements des 14 mobilisations anti-ordonnance Macron qui n'ont pas débouché sur ce qu'on attendait. Je pense que c'est dans la tête et l'esprit de tout le monde. Aujourd'hui, l'objectif d'ores et déjà, que ce soit au national ou au local, nous pensons déjà à l'après 22 mars. Je veux dire, les camarades de la fonction publique
qui sont en pointe sur l'action du 22 mars sont déjà en réflexion sur le 22 mars. La CGT, au niveau national, est déjà sur une mobilisation du 15 avril. Mais il est évident que qu'une multiplication de grèves nous ont montré que ça n'était pas suffisant. Donc voilà, c'est des questionnements extrêmement compliqués, mais qu'on se pose de plus en plus pour voir comment ne pas répéter les mêmes erreurs et pouvoir déboucher sur des choses positives. Vous protestez entre autres contre les 120 000 suppressions d'emplois voulues par le chef de l'État. L'objectif, c'est de réduire la dépense publique. Vous en avez pas marre que la France soit endettée? La dette atteint presque 100% de la richesse nationale. Écoutez, l'endettement, c'est un sujet extrêmement politique. Qu'un État s'endette, c'est tout à fait normal. Si on veut réaliser des dépenses d'investissement sur du long terme, des dépenses importantes, il est nécessaire et je dirais presque obligatoire qu'un État s'endette. Maintenant, après la dette, c'est la question qui paie la dette. Ça, c'est une autre affaire qui pourrait être posée. La dette ne peut pas être un présupposé incontournable. À partir du moment où on lance une véritable politique de développement, je crois qu'un pays peut assumer une certaine dette sans que ça soit problématique. Nous avons d'autres pays, je crois le Japon par exemple, qui a une dette nettement plus importante que celle de la France. Mais il y a la question de la dépense publique aussi, son niveau est très élevé, 56% du PIB, dont une grande part consacrée au traitement des agents publics. C'est le choix de société qu'on a décidé de faire en France. Vous allez dans des pays où on privatise un maximum, où l'assurance maladie n'existe pas, il faut aller dans les hôpitaux privés. Il est évident que dans ces pays, les prélèvements obligatoires sont moindres qu'en France. En France, on a fait le choix d'une protection sociale, d'amortisseurs sociaux pour permettre de rééquilibrer les inégalités sociales de départ. Il est évident que les prélèvements obligatoires sont en conséquence. Donc comparer le niveau de prélèvement obligatoire de la France à l'Angleterre, c'est comparer la saveur d'une tomate avec celle de la pomme de terre, quoi. Voilà. Vous êtes aussi inquiet pour le statut des fonctionnaires. Ce statut, le Premier ministre veut l'adapter, l'assouplir, faire en sorte qu'il puisse redevenir un cadre efficace pour l'action publique, pas une fin en soi. C'est ce qu'il dit. Édouard Philippe, pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Si vous lisez sa lettre directive que le Premier ministre avait envoyée aux différents ministères de la fonction publique, si vous reprenez le projet CAP 2022, il est clairement dit qu'il faut démanteler le service public. Je crois que ce gouvernement était aux ordres, notamment M. Macron, était le missi dominici de l'Union européenne, celle de Maastricht et du traité de constitution européenne. Ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de marchandiser le secteur public parce qu'ils ne peuvent pas accepter que tant d'argent dans la sécurité sociale ne puisse pas faire l'objet de spéculation. Je pense qu'il s'agit véritablement d'une privatisation, d'une marchandisation qui se met en place pour des intérêts essentiellement financiers et des grands prédateurs et des grands groupes multinationaux. Et ça montre ça aussi, le recours au contrat qui devrait être largement étendu, y compris au CDD, notamment pour les métiers qui ne relèvent pas d'une spécificité propre au service public. Je pense que c'est une disposition comme tant d'autres, encore une fois, qui vise à démanteler totalement le service public. Après, il y a l'aspect communication. C'est comme pour les fonctionnaires. On dit qu'on va embaucher de 200 on va porter à 600 les accompagnateurs. Mais en fin de compte, c'est pas des accompagnateurs, c'est les flics qui mettent derrière les chômeurs, qui sont responsables de leur chômage. C'est les flics qui mettent derrière les exclus, qui sont responsables de leur exclusion sociale. On est là sur de la pure lutte de classe. Celle dont on nous dit qu'elle est dépassée. Ce qui vous met en colère, c'est aussi l'accumulation des décisions du gouvernement, le renforcement du contrôle des chômeurs, le gel des salaires, la hausse de la CSG. Mais la fin de la taxe d'habitation, ça vous en parlait pas ? Pour l'instant, elle n'est pas encore d'actualité. Sauf que moi, je note que les retraités ont une augmentation de la CSG. On leur dit, mais vous cassez pas la tête, vous aurez la fin de la taxe d'habitation, sauf qu'il y a un décalage dans le temps. Et les choses ne sont pas tout à fait claires. Ceci dit, sur la taxe d'habitation, sur les taxes foncières, les taxes locales, effectivement, il y a une grande réforme à faire qu'aucun gouvernement n'a pu faire pour des raisons d'insuffisance de courage politique. Yvan Waraud, secrétaire général de la CGTR, qui s'est exprimé aussi au nom de l'intersyndicale ce matin. Merci d'avoir été l'invité de la première.